En fait, ça ressemble un peu plus à un tracteur qu'à une voiture. Sachez que ce véhicule-là pèse environ 500 kg. Je peux pas croire que ça a été conçu en 57 et que ça colle autant. Salut, je suis Charlie Pop pour CarPop et aujourd'hui le Fedger Super 7 / la Lotus Super 7. Donc Lotus est fondée en 1952, c'est la fameuse marque de voitures sport ultra légères, de ultra haute performance et dès le jour 1, on fabrique des voitures de compétition. On a la Lotus Mark 1, 2, 3, 4, 5 et finalement la 6e qui est en fait un kit car, donc c'est la première Lotus de production et c'est en fait cette voiture-ci qu'on achète en kit et qu'on assemble soi-même et qu'ensuite on utilise pour aller faire de la compétition et on installe dans cette voiture une mécanique Ford. Les affaires vont super bien pour Lotus, ils gagnent beaucoup de prix en compétition, se font un nom et le kit qu'ils vendent, le kit leur Mark 6, va super bien. Donc Lotus décide de commencer à produire le véhicule, pas en kit car, mais littéralement une usine d'assemblage où on assemble ce produit et qu'on va l'appeler la Lotus 7. Et on enlève le mot Mark, c'est rendu 7. Il y a eu 4 générations de la Lotus 7, elles se ressemblent tous. La première et la deuxième ont eu vraiment beaucoup de succès. La troisième, on va arriver avec un moteur développé par Lotus, un petit 4 cylindres à double arbacam. On va seulement produire 51 unités de celle-là et on va l'appeler la Super 7 et ça va connaître un succès monstre puisque la puissance va être vraiment à la hausse et on va avoir un véhicule excessivement performant. Ensuite, on va avoir une 4e génération où encore offrir des moteurs Ford, mais également le fameux 4 cylindres Lotus. Et encore une fois, le véhicule va se démarquer par les performances et on voit que le véhicule a beaucoup de potentiel, mais Lotus décide d'évoluer. À l'époque, Lotus était une marque assez pionnière et donc en août 1973, on met fin à la production de la Lotus 7 pour se concentrer sur d'autres projets. À la fin de la production, même si la Lotus 7 est un vieux design, les compétences du produit sont vraiment exceptionnelles. Et donc, résultat, il y a des compagnies telles que Caterham et Dunkerque qui vont racheter les droits de production de ce véhicule-là et vont commencer à produire des Lotus 7 à leur manière, donc avec des technologies plus avancées dans le cas de Dunkerque et dans le cas de Caterham, on fait juste repousser les limites encore. Bref, aujourd'hui encore, on peut s'acheter un Caterham Super 7 ou un Dunkerque et c'est des produits qui sont très prisés sur la piste en Europe. Dans les années 80, une compagnie ontarienne du nom de Fedger rachète les droits de production de la Lotus 7 et ils vont modifier le bolide un peu pour pouvoir y adapter une mécanique Toyota ou une mécanique V6 Ford. Ils vont vendre le produit sous la forme d'un kit car et malheureusement pour Fedger, le véhicule ne pourra pas être homologué aux États-Unis, ce qui va fortement affecter les ventes et après quelques unités produites, c'est dur d'avoir le nombre exact, Fedger devra fermer ses portes. Aujourd'hui, ce qu'on a laissé, c'est un Fedger Super 7 avec une mécanique Toyota. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va faire le tour du véhicule. Je vais vous présenter l'extérieur, l'intérieur, la mécanique. Ensuite, on va aller en essai routier et finalement, on va jaser prix. J'ai emprunté ce véhicule à Carrosserie AG. Qu'est-ce que Carrosserie AG? C'est un garage spécialisé dans tous les projets hors du commun en carrosserie et en mécanique. Il restaure des bolides assez uniques. Il répare des produits qui sont irréparables. Bref, ils sont spécialisés dans tout ce que les autres garages ne veulent pas faire. Je vous invite à aller voir leur page Facebook AG Artiste Carrosserie. Vous allez voir, ils font des projets vraiment incroyables comme vous pouvez voir à l'écran. Et si je peux essayer votre véhicule, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel en bas ou via notre page Facebook. Pas besoin que ce soit une Lotus des années 80. Si vous avez une Chrysler New Yorker, j'aimerais vraiment ça de l'essayer. Alors écrivez-moi, j'attends de vos nouvelles. Débutons par l'extérieur, le Fedger Super 7 ressemble à une Lotus 7 évidemment, puisque c'est la même chose. Et on peut remarquer que c'est assez rudimentaire comme présentation extérieure. En fait, ça ressemble un peu plus à un tracteur qu'à une voiture. À l'avant, on a un très petit pare-brise. C'est obligatoire en Amérique du Nord. Il y a des Lotus 7 qui n'ont pas de pare-brise, mais celui-ci en a un. On a également les plus petits essuie-glaces que j'ai vus de ma vie. Ils sont tellement petits que je pourrais les mettre sur un jouet. Et on a un
très long capot avec des trappes d'air pour évacuer la chaleur et un trou pour le carburateur de la voiture. Et oui, on a un trou directement pour le carburateur. On a des énormes phares avant qu'on dirait qu'ils sortent d'une voiture des années 30 et c'était la seule façon d'avoir des phares avant sur ce véhicule-là. On voit que le design avant n'a pas été conçu pour recevoir des phares et donc les phares sont séparés. Et on a des ailes ici qui sont obligatoires. On n'a pas le droit de conduire sans ces ailes-là, sinon ça projecterait des débris à l'arrière et ça pourrait être assez dangereux. On pourrait recevoir un débris même dans le véhicule. Donc, c'est obligatoire d'avoir ces couvre-ailes-là. Et on voit les bras de suspension et l'amortisseur qui sont directement ici, avec les lignes à frein. Toute la mécanique est exposée. C'est assez particulier. Et à l'avant, on a une très grosse trappe d'air qui sert, dans le fond, de calandre pour envoyer de l'air au système de refroidissement du moteur. Tout ça est en acier, surprenamment. Je m'attendais à ce que ce soit de la fibre de verre, mais c'est de l'acier puisque l'acier travaille mieux avec la chaleur du moteur. Donc, toute la partie avant est en acier et les ailes ici sont en composite. Et je voulais parler d'aérodynamisme. Malgré le fait que c'est une voiture qui est très performante, on a un coefficient d'aérodynamisme catastrophique sur ce véhicule, un des pires de l'histoire, 0,75. En gros, ce que ça veut dire, c'est que malgré la petite surface avant, ben, il y a 75% de ce qui est là qui frappe dans le vent. Sur le côté, c'est là qu'on réalise pourquoi je dis que ça a l'air d'un petit tracteur. On a les roues qui sont à l'avant, on a un long capot et on est vraiment assis à l'arrière, un peu comme sur un tracteur. La seule chose qui est différente, c'est que l'essieu est derrière le banc, tandis que sur un tracteur, on est assis sur l'essieu. Mais on voit qu'il y a des ressemblances avec un tracteur. On remarque aussi une bande dans le bas du véhicule noir écrit 7 et un logo Super 7 avec le drapeau britannique. On a de très petits miroirs ronds et on a des grosses ailes à l'arrière pour pouvoir accommoder des gros pneus, même si on n'a pas des gros pneus sur le véhicule. D'ailleurs, l'aile arrière a un morceau en acier inoxydable. Et pourquoi? C'est parce que les projections des roues avant vont aller frapper directement là sur l'aile. Donc, on a mis un morceau en acier inoxydable pour pas que ça s'endommage et pour protéger la carrosserie. Et évidemment, on ne peut pas passer sous silence le tuyau d'échappement qui, lui, dans le fond, est sur le côté parce que d'origine, sur une Corolla, il est de ce côté-là. Et donc, du côté passager, il n'y a pas de tuyau d'échappement, seulement côté chauffeur. Également, il faut faire très attention quand on débarque d'une Lotus 7 parce que le tuyau d'échappement est juste là et on pourrait se brûler dessus. Parlons de pneus et roues, c'est assez variable d'un véhicule à l'autre. Ici, on a du 205-55 R15 à l'arrière et du 195-50 R15 à l'avant. Ça ne coûte rien à remplacer et on n'a pas besoin d'avoir des pneus super larges quand on a un véhicule aussi léger. On a déjà beaucoup d'adhérence avec des pneus pas très larges. À l'arrière du Super 7, la première chose qu'on remarque, c'est qu'on voit le derrière des bancs de l'auto, ce qui est assez particulier, merci. Également, on a un assaut de sécurité, on a encore nos grosses ailes bombées et on a une partie carrée ici. C'est vraiment pas travaillé comme design et c'est ce qui fait l'élégance du produit. Quant au feu arrière, c'est très générique. On a des feux arrière carrés, ronds. On a un feu de reculon puisqu'à l'époque, c'était juste un qui était obligatoire. Et on dirait que ça vient tout d'une compagnie qui fait des remorques. Rien de complexe, super simple comme produit. On a également un rack avec une roue de secours. C'est obligatoire d'avoir une roue de secours en Amérique du Nord. Donc, on a un rack ici avec une roue de secours. Et en même temps, on s'en sert pour supporter la plaque. C'est une approche qui est très rudimentaire, très simpliste, toujours dans le but de sauver du poids. Débutons l'intérieur en parlant espace cargo, parce que oui, ce produit-là a un espace cargo. Donc, pour y accéder, il faut défaire tous les petits boutons. Ce sera pas long. La roue est dans le chemin. Pas de fun. Et voilà! Donc, j'ai aucune idée de la quantité de litres qu'on a. On a notre réservoir de carburant qui est juste là, qui vient prendre énormément d'espace. Je pense qu'on a 30 litres d'espace cargo. C'est de loin l'espace cargo le moins pratique de l'histoire de CarPop. Avant de parler de finition intérieure, etc., il faut parler accès à bord. Donc, pour accéder, tout d'abord, il faut enjamber le tuyau d'échappement et il n'y a pas de porte. Donc, quand on est un homme de ma corpulence, qu'est-ce qu'il faut faire? On saisit l'arceau à l'arrière, on grimpe sur le banc et ensuite, on vient se glisser comme dans un go-kart. On étire les jambes.
Et voilà! La présentation intérieure, c'est pas mal ça. La qualité des matériaux, il n'y en a pas vraiment. Et la qualité d'assemblage est correcte. C'est une voiture artisanale, donc c'est très particulier. Et vous allez voir, il y a des caractéristiques assez spéciales à l'intérieur. On a un très petit volant Momo, écrit Lotus en plein milieu. C'est assez petit, merci. Il se prend super bien en main. J'adore ce volant-là. Et on a nos cadrans derrière, cadran de vitesse, cadran de révolution par minute. Et c'est à peu près tout. Et le volant est dans le chemin. C'est ce que je vois quand je conduis. On a un petit bouton ici. C'est pour le klaxon. Écoutez ça. Et ici, on a notre interrupteur pour les clignotants. Clignotant gauche, clignotant droit. Et ici, nos interrupteurs pour les phares de soir, donc phare allumé, phare éteint. Et pour nos hautes, on vient tirer sur le bouton. Notre planche de bord est en aluminium pour maximiser la perte de poids. Et on a notre interrupteur de clé juste à droite du volant avec un indicateur de pression d'huile, un indicateur de température, un ampère-mètre et un indicateur de niveau à essence. Très pratique, merci. On a deux interrupteurs que je ne sais pas ce qu'ils font. Un interrupteur pour les fans du moteur et un interrupteur pour le dégivreur avant. Donc, c'est assez rudimentaire, comme j'ai dit, il n'y a pas grand-chose. Et on a aussi une prise à cigarette ici. On n'a aucun accoudoir et on a notre levier de vitesse ici. Et comme vous voyez, c'est assez particulier parce que la première est ici, la deuxième est en bas, la troisième est là. La quatrième est là et la cinquième est à droite en haut. Dans le fond, on actionne le levier de vitesse de haut en bas et non de l'avant à l'arrière. L'espace pour les jambes est excessivement limité. Les pédales, je ne sais pas si on peut les voir, mais elles sont très petites. Moi, j'ai des larges pieds. J'aurais dû amener mes chaussures de kart à avoir su. Et on a un banc en plastique qui est assez rudimentaire, que je suis en train d'écarter avec mes fesses parce que j'ai des grosses fesses. Donc, c'est une voiture qui est faite pour les petits formats, en gros. Également, on a des ceintures de sécurité 4 points d'origine. Ça a été plaqué comme ça. Donc oui, c'est un véhicule qui est certifié. On a une vignette de conformité avec des ceintures 4 points. Parlons frein à main. Le frein à main est à côté des jambes du conducteur. Donc il faut que je l'enlève avant de m'attacher. Sinon, oublie ça. Donc ça, c'est mon équipement de tournage. Et ça, c'est ma main. Et ça, c'est à terre. Je veux dire, il n'y a rien qui retient ma main, là. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas d'élément de sécurité. Bref, je ne voudrais pas être dans un accident dans ce véhicule-là, mais j'ai vraiment hâte de le conduire. On a fini de faire le tour de l'intérieur, on va se débarquer. On remet les pieds sur le banc. Arceau. Quelle élégance! Sous le capot de la Lotus Evin, bien, tout d'abord, il faut retirer le capot parce qu'il n'y a pas de penture. Donc, on enlève le capot et on trouve ceci. Comme j'ai dit, c'est un moteur Toyota. C'est un 4 cylindres de Corolla, le 2TC. Et à l'époque, les Toyota Corolla avaient des moteurs longitudinales. Donc, on a un moteur longitudinal. D'origine, ça développe environ 85 chevaux. À cause de l'échappement qui est différent et d'un carburateur un peu mieux ajusté, on est à environ 100 chevaux ici. On remarque tout d'abord que c'est très facile d'accéder à tout sur cette voiture parce qu'il n'y a à peu près rien. Et on remarque qu'on a un moteur central dans le fond puisqu'il est derrière les roues avant et devant les roues arrière. Donc, il est vraiment dans le centre du véhicule pour maximiser la répartition de poids. On a une suspension indépendante à l'avant et sur rigide à l'arrière avec des ressorts hélicoïdaux aux 4 coins. On a des freins à disque à l'avant et les tambours d'une Corolla à l'arrière puisqu'on a l'essieu rigide d'une Corolla de l'époque. On a également une transition manuel à 5 rapports de Corolla, encore une fois. Là, je vous parle d'une transmission de Corolla, d'un moteur de Corolla, bref, rien de performant, et je vous parle de 100 chevaux. Sachez que ce véhicule-là pèse environ 500 kg. Ce qui veut dire qu'on a un rapport poids-puissance d'environ 200 chevaux par tonne, ce qui est meilleur qu'une S2000, qui est meilleur qu'une nouvelle Miata, qui est meilleur que la nouvelle BRZ. Bref, on se rapproche beaucoup du même rapport poids-puissance qu'une Lotus Elise. Également, étant assis presque sur l'essieu à l'arrière, ça fait une drôle de position de conduite. Tout ça rend l'expérience très spéciale et j'ai vraiment hâte d'aller voir ça. Et c'est là qu'on s'en va dès maintenant. Conduire le Fedger Super 7. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que c'est très bruyant comme véhicule. Très bruyant. J'ai l'impression que tout le monde m'entend quand je parle à la caméra. Visibilité excellente. À l'avant, super génial. À l'arrière, super
super génial. Sur les côtés, super génial. C'est sûr, il n'y a pas de carrosserie, il n'y a pas de pare-brise, il n'y a pas de vitre. Ensuite, l'insonorisation, on en a parlé, c'est fini. Niveau de conduite de tous les jours, la puissance est amplement suffisante parce que ça pèse rien. Ça pèse absolument rien, c'est vraiment cool. Et côté suspension, c'est pas si mal. Je m'attendais à ce que ça cogne plus, mais on est assis directement sur l'échelle arrière, donc on sent tout. Ça peut donner mal au cœur à certaines personnes quand les routes sont en très mauvaise condition. Une autre chose qui est vraiment cool, c'est qu'on voit nos roues avant bouger et on les voit travailler, c'est malade. On a vraiment l'impression d'être un spectateur dans une voiture qui nous amène parce qu'on voit vraiment tout bouger, tout travailler. Ensuite, la direction, je m'attendais à ce qu'elle soit lourde parce qu'elle n'est pas assistée, mais elle est très légère, ce qui est très agréable. Et également, ce qui est vraiment fou, c'est que j'ai jamais vu une direction aussi vive que ça. Il n'y a aucun lousse dans la direction puisqu'il n'y a rien qui est graissé. Il n'y a rien qui est graissé. Les rotules, les tie rods en bon français, c'est directement des bearings. Donc, ça bouge, tac, 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 tac. Et on voit le transfert de poids se faire dans la suspension avant. C'est malade là-dessus. Sinon, l'embrayage est très dur, très physique. Le freinage, la pédale de frein, c'est comme un go-kart. C'est très physique. La pédale d'accélérateur, très lourde aussi. C'est tout coincé. Et il n'y a pas de repose-pied. Donc, tu as toujours le pied au-dessus de la clutch. Je commence à le sentir d'ailleurs. Ensuite, tu es tout coincé. J'ai les genoux dans le tableau de bord. C'est pas très confortable. Et les pédales sont quand même loin. Le volant aussi, j'aurais aimé ça de l'avoir plus proche. Bref, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Et ce que j'ai pas encore dit, c'est que t'en prends vraiment plein la gueule. Du vent, t'en veux-tu en v'là? En ce moment, on roule 43 km/h. Et j'ai du vent d'en face, c'est très désagréable. Je suis allé sur l'autoroute plus tôt. À 100, il y a tellement de vent que je ne pourrais pas vous parler. C'est littéralement comme si j'avais pas de pare-brise. Le vent contourne le pare-brise, c'est tout. Le pare-brise, ça a vraiment juste de protection. Sur l'autoroute, aussi, on entend l'essieu arrière travailler. On entend toute la mécanique travailler. On entend l'arbre de traction, on entend le différentiel arrière, on sent la suspension. C'est très rough. C'est pas tout le monde qui va aimer ça. C'est vraiment brut comme auto. C'est vraiment juste une mécanique et c'est tout au plus simple possible. Le levier de vitesse aussi, on a un bon mouvement à faire. Les vitesses rentrent, mais c'est quand même solide, là. On a vraiment l'impression de changer une vitesse, là. C'est pas délicat. Ça, la conduite de tous les jours de ce véhicule-là, c'est pas délicat. Par contre, quand vient le temps de s'amuser, c'est malade. Maintenant, accélération. Le son est débile. Il est juste là, direct dans nos oreilles. Ça gueule. C'est malade. Les accélérations sont très vives, très tripantes. Et on sent l'arrière s'écraser directement en dessous de nous. On sent le devant devenir un petit peu plus léger. Mais on a du fun. On sent la voiture devenir vivante. Là, tous les défauts que j'ai dit plus tôt, on s'en fout! On sent aussi la voiture torquer un peu sous le couple. Parce que même si on n'a pas beaucoup de couple, ça pèse rien. Ça pèse absolument rien. Et à 100 km/h, la voiture est extrêmement légère. La direction, c'est la meilleure que j'ai expérimentée. On sent tout. C'est incroyable et ça n'en prend pas beaucoup. On tourne le volant un petit peu et hop, ça change de direction. Et maintenant, on va s'attaquer à un virage.
tenue de route incroyable! Premièrement, on sent exactement ce qui se passe en arrière parce qu'on est direct dessus. L'avant, étant donné que le moteur est là, ça mord, ça mord, ça mord. Et c'est juste une pendule qu'on fait suivre. Et on a juste ajusté la quantité de pédales qu'on donne pour coller l'arrière. Quelle tenue de route! Ça a été fait en 57, ce produit-là, voyons donc! Je peux pas croire que ça a été conçu en 57 et que ça colle autant avec un essieu rigide, mesdames et messieurs. Avec un essieu rigide. Comme disait Colin Chapman, garde ça simple. Garde ça simple et ça va faire le travail. Incroyable! C'est ça que ça a l'air à 100 km/h! Ils sont là, nulle part ailleurs que là! En conclusion, c'est aussi chiant à conduire au quotidien que trippant quand tu t'énerves. C'est tellement excitant comme produit, là. J'ai jamais eu autant de plaisir que ça au volant. Il n'y a rien qui s'approche de ça. Mais le prix à payer, c'est que tu n'as aucun plaisir au quotidien. Vraiment aucun. Tu te fais brasser, c'est pas le fun. Mais quand vient le temps de s'amuser, wow! Maintenant, parlons prix. On va se concentrer sur le Fedger Super 7. On va pas mettre les Lotus 7 et Super 7, ni les Caterham, etc., etc., parce qu'il y a eu tellement de répliques de ce véhicule-là que ça finira plus. Donc, on va se concentrer sur le Fedger Super 7, le modèle canadien. Baptême missile, il n'y en a pas. Il n'y en a pas qui sortent. C'est très, très rare comme véhicule. Donc, il n'y en a juste pas. Usure normale, 10 à 20 000. Il y en a un qui s'est vendu récemment sur Bring a Trailer pour 12 000 US, donc environ 17 000 Il était dans un état moyen. Il y avait un V6 Ford. Ça demeure excessivement intéressant comme expérience automobile, mais on va en reparler dans quelques minutes. Bien maintenu, 20 à 30 000. Très, très, très intéressant, très grisant à conduire, très excitant. Donc, 20 à 30 000 pour ce produit-là, c'est vraiment beaucoup de véhicules pour le prix. Mais comme j'ai dit, il y a un mec qui s'en vient. Collection, je pense pas qu'il va en avoir de collection. L'avenir le dira, mais je pense que les prix vont stagner là. Donc, vous pouvez acheter ce produit-là, en profiter et le revendre le même prix, ce qui est très, très, très intéressant. Maintenant, mon opinion finale sur le Fedger Super 7, c'est une bonne troisième voiture. Pas deuxième, troisième. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des véhicules qui sont moins excitants, mais plus pratiques au quotidien, donc on peut aller travailler avec, etc., etc. Le Fedger Super 7, c'est vraiment un véhicule qu'on prend pour aller faire une sortie. Il y a un sens d'occasion à ça. Il faut que les conditions idéales soient remplies pour pouvoir aller sortir notre Fedger Super 7 et s'amuser. Donc, résultat, je le conseille plus comme une troisième voiture que deuxième. Imaginez-vous qu'une journée qui fait froid, vous êtes obligé de prendre votre véhicule de tous les jours. On a mis à avoir une voiture sport qui est plus utilisable. C'est pour ça que je dis que c'est un bon troisième véhicule. D'ailleurs, son propriétaire a justement 3 véhicules. Il y a un véhicule de tous les jours, il y a une Subaru BRZ, et quand il va vraiment sortir le week-end pour s'amuser, qu'il va aller se promener dans les petites routes sinueuses et laurentides ou qu'il va aller sur la piste, il prend son Fedger Super 7. Sinon, le Fedger Super 7 dort à la maison. Donc, au final, je recommande ce produit-là. C'est trippant à mort. On fait un avec la machine. Il n'y a rien qui est plus léger que ça à peu près. C'est vraiment enivrant comme produit. C'est juste qu'il y a beaucoup de restrictions et qu'il faut composer avec, d'où la raison pourquoi je le recommande comme troisième véhicule.